Bienvenue sur Lex Radio, un tout nouveau podcast vient de naître sur notre radio et c'est cette fois le droit pénal des affaires qui est mis à l'honneur. Nous recevons ce matin Emmanuel Daoud, avocat en droit pénal des affaires, au micro de Lex Radio, une radio signée Lex Base. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants. Quels sont les types d'infractions pour lesquelles une entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée ? Alors, il faut qu'on fasse un peu d'histoire juridique. La responsabilité pénale des personnes morales dans notre droit positif a été inscrite en 1994. Et jusqu'en 2006, il fallait pour chaque infraction un texte d'incrimination spécifique qui prévoyait que pour cette infraction, une personne morale pouvait être poursuivie. S'il n'y avait pas de texte spécifique, il ne pouvait pas y avoir de poursuite contre une personne morale. Concrètement, ça voulait dire que, par exemple, pour la corruption, s'il n'y avait pas un texte qui prévoyait de la responsabilité pénale de la personne morale, seul le dirigeant de cette entreprise pouvait être poursuivi. À partir de 2006, ce que l'on appelait le principe de spécialité a disparu. C'est-à-dire que dorénavant, donc depuis 2006, les personnes morales peuvent être poursuivies pour tout type d'infraction. On peut prendre des exemples. Des personnes morales peuvent être poursuivies pour proxénétisme. Lafarge a été mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Des entreprises ont été mises en examen pour esclavage forcé. Alors, on parle bien sûr d'infractions en droit pénal du travail, droit pénal de la consommation, mais on se rend compte que l'on peut avoir des infractions parmi les plus graves qui peuvent être reprochées dorénavant à des entreprises. Je citais le cas de Lafarge, je tiens à préciser, je suis avocat, qu'on en est au stade de l'instruction et que, bien sûr, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et alors justement, quelles sont les infractions que vous rencontrez le plus souvent concernant les personnes morales ? Alors, il y en a de trois types. Il y a ce qu'on appelle les infractions liées aux atteintes à la probité, donc corruption, détournement de fonds publics, délit de favoritisme. Il y a les infractions en matière de droit pénal du travail. Ça va du prêt illicite de main-d'œuvre, délit de marchandage, au travail dissimulé. Il y a les infractions, c'est toujours du droit pénal du travail, mais liées à toutes les accidents du travail. Qui sont des infractions où la responsabilité pénale de la personne morale peut être souvent recherchée par les procureurs de la République. Et il y a également toutes les infractions liées au droit pénal de la consommation, comme par exemple les pratiques commerciales trompeuses, le fait de vendre des produits de grande consommation qui sont des produits qui ne correspondent pas à l'offre commerciale présentée aux consommateurs et aux consommatrices, peut exposer à des poursuites pénales. Je ne vais pas citer d'affaires. Oui, j'allais vous proposer de citer une affaire. Mais on peut citer, par exemple, l'actualité s'en est fait l'écho, donc je peux en parler. Ce matin, il y a le procès en appel de la BNP, d'une filiale de la BNP, à qui l'on reproche d'avoir proposer à certains de ses clients et ses clientes des prêts pour financer des acquisitions immobilières dont on n'avait pas dit à ses clients et ses clientes qu'ils étaient des prêts dangereux pour eux et pas suffisants à risque. Ouais. Et de mémoire, la personne morale, enfin cette filiale de la BNP a été condamnée à plus de 140 millions d'euros en première instance. Mais ils ont fait par manque d'information. Par manque d'information. Mais on doit aller un peu plus loin. Une information, on parle de pratique commerciale trompeuse, une information qui a été considérée par les premiers juges comme étant délibérément trompeuse pour tromper la bonne foi des consommateurs et consommatrices concernés. La BNP a fait appel, présomption d'innocence, je le rappelle, et donc on verra bien ce que les juges d'appel décideront. Mais là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, il y a plus de 2000 emprunteurs et emprunteuses, clientes et clientes, qui se sont constitués partie civile. Donc ce sont des dossiers qui sont des dossiers de masse. Et cela concerne également d'autres banques, vous pensez, que la BNP ?
il y a certainement d'autres banques, il y a des entreprises il y a eu des affaires concernant des fabricants de jouets, des fabricants de meubles, enfin tous les secteurs d'activité sont concernés. On a aussi par exemple, et merci de poser cette question, des stratégies qui sont développées par des ONG s'agissant notamment de de toute la publicité autour de la neutralité carbone. Il y a même une incrimination spécifique qui rentre dans les pratiques commerciales trompeuses qui s'appelle le greenwashing. On peut dorénavant reprocher aux entreprises sur le plan pénal et sur le plan civil d'avoir une présentation de leur neutralité carbone qui ne correspondrait pas à la réalité, et donc ça peut aller jusqu'au pénal. On a beaucoup d'exemples en tête actuellement. Et alors, donc, si la personne morale peut voir sa responsabilité engagée, le dirigeant peut également voir sa responsabilité engagée. Comment peut-il, lui, s'exonérer de cette responsabilité? Est-ce que vous avez un exemple, une illustration à donner? Il faut rappeler que pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut d'abord la caractériser dans la personne d'un organe ou d'un représentant de celle-ci, représentant c'est-à-dire titulaire d'une délégation de pouvoir ou d'une subdélégation de pouvoir, qui aurait commis les faits pour le compte de la personne morale. À partir du moment où cette condition est remplie, le procureur de la République a la possibilité de poursuivre seulement la personne morale, seulement le dirigeant ou les deux à la fois. Donc c'est le parquet qui est en quelque sorte une gare de triage. Parquet, pardon, c'est la même terminologie que pour procureur de la République ou ministère public. C'est lui ou elle qui va décider d'engager les seules poursuites contre la personne morale ou au contraire de ne poursuivre que le dirigeant ou les deux. L'expérience montre que en règle générale, les parquets choisissent de poursuivre les deux. Pour quelle raison, justement Alors, pour la raison suivante, je le dis sans esprit de polémique, à partir du moment où on vous reproche d'avoir violé la loi et que cette violation est assortie d'une sanction pénale, les représentants du ministère public considèrent, pour reprendre la formule du doyen Carbonnier, je n'ai jamais dîné avec une personne morale, que la personne morale est incarnée par un dirigeant ou une dirigeante, et qu'il faut donc sanctionner aussi celui-ci ou celle-ci pour avoir commis cette violation à la loi pénale. Alors, il y a des contentieux pénaux où, de façon plus régulière, plus habituelle, on ne poursuivrait que les personnes morales. Par exemple, en matière de droit pénal de l'environnement ou en matière de droit pénal de la consommation. En revanche, s'agissant des atteintes volontaires ou involontaires plutôt à la personne, les accidents du travail, là on voit que les procureurs souhaitent avoir dans l'enceinte du tribunal correctionnel, s'il y a un renvoi en correctionnel, à la fois la personne morale et celui ou celle qui aurait failli à ses obligations en sa qualité de chef d'établissement. Donc ça peut être le patron ou la patronne d'une usine, le patron ou la patronne d'une boutique, le patron ou la patronne d'une enseigne d'un hypermarché, d'un supermarché, quelle que soit l'enseigne. Donc on voit là qu'il y a la volonté de poursuivre les deux, parce qu'il y a eu une atteinte involontaire à la vie, que des personnes ont été blessées ou malheureusement sont décédées. Alors comment peut-on, puisque c'était la fin de votre question, s'exonérer de sa responsabilité pénale? D'abord en démontrant qu'on n'a pas commis des faits en ayant un bon avocat, par exemple. Ou une bonne avocate. Et se préparer également très en amont à l'enquête. On peut prendre un exemple très 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 concret. Malheureusement, un accident du travail a eu lieu dans votre entreprise. Vraisemblablement, il va y avoir une enquête de l'inspection du travail et quasi simultanément une enquête menée par le parquet sous le régime de ce que l'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire une procédure pénale qui n'est pas contradictoire. Des personnes vont être convoquées. Il n'est pas pensable que dès la survenance de l'accident,
l'entreprise concernée, son dirigeant et sa dirigeante ne se préparent pas aux enquêtes en cours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire collecter l'ensemble de la documentation afférente à ce qu'on appelle l'hygiène et la sécurité. Est-ce que les formations des salariés ont été assurées? Est-ce que les équipements de protection individuelle du travail étaient correctement fournis? Les visites médicales, les visites médicales, les qualifications professionnelles. Est-ce qu'elles ont été renouvelées? Les agréments, par exemple, exemple très très récurrent, pour conduire un élévateur, un monte-charge, un Fenwick, il faut une habilitation particulière qui doit être renouvelée. Et ça fait partie du boulot des chefs d'établissement qu'ils délèguent souvent, soit à la DRH, soit au chef de sécurité, de vérifier l'habilitation des personnels, d'essayer d'avoir une photographie de ce qui s'est passé. J'ouvre une parenthèse, il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que si, par exemple, on convoque tous les collaborateurs et les collaboratrices présents au moment des faits pour dire « voilà ce qui s'est passé et vous allez dire cela », ça s'appelle une subornation témoin. Je préfère vous le dire parce que parfois on a des surprises lorsqu'on découvre certains dossiers, parce que les gens croient bien faire en se disant on va se préparer, on va se défendre, et donc on va briefer les équipes pour qu'il y ait un seul son de cloche. Sauf que dans les équipes, il peut y avoir des personnes d'abord qui n'ont pas la même vision des choses. Vous pouvez, et ça c'est la vraie vie, comme dirait l'autre, des personnes qui peuvent vous en vouloir et qui, lorsqu'elles seront interrogées et auditionnées, se feront un plaisir de dire aux enquêteurs, aux enquêtrices, parfois de bonne foi et parfois de mauvaise foi. Moi, j'ai été convoqué dans le bureau du chef d'établissement et il m'a dit de vous dire cela. Sinon, je perdrais ma place, par exemple aussi. Sinon, je perdrais ma place ou je serais pas muté, ou j'aurais pas ma prime, ou même j'ai pas le choix. Je suis un salarié qui est, par exemple, je suis une salariée. J'élève seul mes 2 ou 3 enfants. J'ai pas de qualification professionnelle. J'ai 50 ans et je sais que ça va être compliqué de retrouver un boulot. Donc, plutôt que de prendre le risque de perdre ma place, je vais aller dans le sens du vent. Mais maintenant que je suis devant vous, monsieur ou madame l'officier de police judiciaire, je vais dire les choses telles qu'elles se sont passées. Et lorsque vous, comme avocat, vous découvrez cela dans le dossier, vous vous rendez compte que ça va colorer négativement le dossier, même si finalement le chef d'établissement est peut-être parti d'une intention louable, et ça peut notamment avoir une influence sur les modalités de l'audition du dirigeant d'entreprise. On avait envisagé de l'entendre en audition libre dans un premier temps, c'est-à-dire en suspect libre, assisté d'un avocat. Ça peut durer 5-6 heures et on peut décider de partir et mettre fin à l'entretien. Et l'officier de police judiciaire, informé de ces briefings sauvages, va décider de le placer en garde à vue. Donc 24 heures renouvelables une fois pour les qualifications pénales les plus habituelles. Donc ça peut avoir un impact sur le moyen et le long terme et la façon dont l'enquête préliminaire va être conduite. L'autre, donc, se préparer, collecter les éléments, et puis il y a aussi ce que l'on appelle les délégations de pouvoir. Les délégations de pouvoir, c'est la façon pour un délégant de transférer une partie de ses pouvoirs, et en transférant une partie de ses pouvoirs à son délégataire, il transfère une partie de sa responsabilité pénale. Et cette responsabilité pénale, pour qu'elle puisse être transférée, la délégation de pouvoir, qui n'a pas besoin d'être écrite pour être valide, doit remplir 3 conditions. Le délégataire doit avoir l'autorité nécessaire, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ses propres équipes, seul ou avec l'aide de la RH. Il doit être compétent. Évidemment, on ne va pas transférer une responsabilité sans que les gens soient compétents. Et il doit avoir les moyens d'exercer son pouvoir, sa mission. Et si l'autorité délégante est un despote non éclairé et qu'il a transféré de façon artificielle les pouvoirs alors qu'il continue à s'occuper du périmètre de responsabilité qu'il a transféré, dans cette hypothèse-là, la délégation de pouvoir n'est pas valide. Si en revanche, il a délégué ses pouvoirs et que son délégataire avait l'autorité, les moyens et la compétence, dans cette hypothèse-là, la délégation de pouvoir ou la subdélégation de pouvoir jouera son plein effet, et après avoir donné, je parle du chef d'entreprise, du dirigeant, ces explications-là,
on a des investigations qui vont se diriger vers l'autorité déléguée, donc le délégataire, mais ça ne changera rien pour la personne morale, puisque celle-ci pourra être poursuivie en raison de l'engagement de la responsabilité pénale du délégataire. Mais il nous arrive très souvent en pratique, lorsque nous défendons tous les pénalistes connaissent ce cas de figure, de voir par exemple un procureur de la République qui va ouvrir une enquête préliminaire, et cette enquête préliminaire va donner lieu à des convocations, et on arrive aux côtés du chef d'entreprise, du dirigeant ou de la dirigeante, et une question qui est posée, et on remet à ce moment-là les délégations de pouvoir, et au vu de la délégation de pouvoir, l'audition peut se terminer rapidement. Où l'on peut également, dans le cadre, si en matière d'accident du travail, il y a une enquête de l'inspection du travail qui va dresser un procès-verbal d'infraction qui sera ensuite adressé au procureur de la République, qui ensuite va ouvrir une procédure pénale. Dès le stade de l'enquête devant l'inspection du travail, on arrive avec les délégations de pouvoir et l'inspectrice du travail. Souvent d'ailleurs, c'est un courrier qui est adressé par l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité lorsqu'il y a une infraction supposée, qui est le titulaire de la délégation de pouvoir. Et dès lors que vous l'adressez, l'inspection du travail peut considérer que le dirigeant ou la dirigeante n'est pas le véritable responsable et va orienter la curiosité pénale vers une autre personne qui serait titulaire de la délégation de pouvoir. Idem lorsque l'on est confronté à des informations judiciaires, donc à des instructions confiées à des juges d'instruction. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'être désigné pour assister une personne, donc un dirigeant, une dirigeante, qui était convoqué en vue d'être mise en examen. Donc mise en examen, ça correspond à ce qu'on appelait hier une inculpation. Et avant même que la personne soit auditionnée, je rendais une visite auprès du juge d'instruction ou de la juge d'instruction, si elle voulait bien me recevoir, en disant écoutez, je veux vous voir, et je présentais la délégation de pouvoir. Et au vu de la délégation de pouvoir et au vu de la connaissance du dossier par le juge d'instruction, le magistrat instructeur disait, écoutez, finalement, j'annule la convocation et je vais convoquer quelqu'un d'autre. Donc, notre capacité à avoir un résultat immédiat comme avocat pénaliste en utilisant ce type d'outil est très importante. Et parce qu'on parle d'inspection du travail, d'enquête préliminaire, si on fait une symétrie avec une garde à vue sur une personne physique, comment on pourrait, est-ce que le stade garde à vue pourrait exister pour une personne morale? Parce qu'au final, on imagine très bien une entreprise, par exemple, se débarrasser de certains documents, avoir le temps d'en modifier d'autres. Enfin, on pourrait imaginer comment ça se passe à ce niveau-là. Est-ce que les choses sont gelées? Est-ce que l'inspection du travail intervient tout de suite? Alors, par exemple, dans des cas dramatiques comme des suicides sur le lieu de travail, et avec un harcèlement moral qui aurait pu être exercé contre un collaborateur ou une collaboratrice qui décide malheureusement de mettre fin à ses jours, l'enquête pénale et l'enquête de l'inspection du travail sont immédiates. Ensuite, sauf à travailler pour des personnes morales et physiques, ce qui peut arriver, mais qui sont complètement, je veux dire les choses de façon très triviale, complètement débiles. Imaginez que l'on va arranger les choses en maquillant, en détruisant les éléments de preuve, c'est une énorme ânerie pour pas dire autre chose. C'est un calcul à court terme. La meilleure des défenses pénales, c'est la vérité. Quand on défend des entreprises ou des dirigeants, on ne peut pas leur dire autre chose. Lorsque vous défendez, c'est le cas de tous les pénalistes, beaucoup de pénalistes, lorsque vous défendez un individu qui a, comme dirait l'autre là encore, un casier judiciaire long comme un jour sans pain, et qu'il est convoqué, il ou elle connaît la musique. Et notamment lorsqu'il est convoqué pour être placé en garde à vue, comme on n'a pas accès à tout le dossier, vous avez des clients qui ont été condamnés de façon
en récidive 3, 5, 10 fois, qui décident d'exercer leur droit au silence. Et ils savent qu'ils vont être vraisemblablement présentés devant un juge d'instruction. Ils savent qu'ils vont être mis en examen et ils savent que compte tenu de leur casier judiciaire et de leur posture, ils vont être placés en détention provisoire. Oui. Ils connaissent les règles du jeu. Et une fois qu'ils ont été mis en examen, leur avocat ou leur avocate aura accès au dossier. Et la stratégie de défense pourra être élaborée en ayant connaissance de tout le dossier. On peut pas tenir ce type de discours pour une entreprise ou des dirigeants ou des dirigeantes. On va pas leur dire, ça peut arriver, mais très exceptionnellement, exercez votre droit au silence. C'est pas compatible avec ce que l'on attend d'une société, d'une structure qui doit être citoyenne, qui doit être responsable. Idem pour les dirigeants. Donc le cas de figure que tu évoquais, est un cas de figure qui ne peut pas, ce qu'on ne rencontre pas souvent en pratique, celui où on aurait une entreprise qui nettoierait les archives, qui nettoierait les ordinateurs. Par exemple, prenons ce cas. Au siècle dernier, parce que moi je l'ai connu le siècle dernier comme pénaliste, on pouvait, j'ai pas dit que j'ai dit ça, j'emploie un terme générique, on pouvait dire à ses clients, vous mettez votre ordinateur au pilon. C'était fini. Vous supprimez les choses. Mais aujourd'hui, et c'est heureux pour la manifestation de la vérité, on n'a pas vocation à vivre dans une société remplie de mensongères, de voyous et de mafieux. On a ce qu'on appelle les serveurs. Et les serveurs sont en miroir. Oui. Et justement, c'est une autre excellente question. Quand il y a des investigations approfondies dans une entreprise, régulièrement, les enquêteurs et les enquêtrices, assistés d'experts en informatique de très très grande qualité, vont aspirer, en utilisant les mots-clés, des données. Et lorsqu'ils reconstituent les choses, et qu'ils s'aperçoivent qu'un tel ou une telle a détruit, scratché des données, mais c'est la même chose que lorsque l'on a détruit des preuves matérielles. Ce sont des preuves matérielles. Et donc, c'est un délit autonome. Faire une entrave aux investigations, détruire des éléments de preuve, ce sont des délits autonomes et qui, évidemment, colorent très négativement l'action de celles et de ceux que vous défendez dans cette occasion-là. Donc, la garde à vue de la personne morale en tant que telle, elle n'existe pas, puisque on peut pas la mettre en garde à vue. Oui. En revanche, si l'on considère que les agissements d'un dirigeant entraînent la responsabilité pénale de la personne morale, c'est bien la garde à vue de ce dirigeant qui va impacter sur le devenir pénal de la personne morale. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne et que ça s'articule. Voilà. Ah, mais c'est bien de préciser parce que parfois, pour certains, notamment chez les étudiants, il y a des choses qui peuvent être assez confuses. Et je pense que là, les choses sont assez claires. Merci beaucoup. Donc, un cumul de responsabilités, on l'a évoqué. Dans quelle hypothèse, on l'a évoqué également. Maintenant, quels sont les types de peines qui sont encourues par le dirigeant? Et ensuite, quels sont les types de peines qui sont encourues par la personne morale? Alors, pour les dirigeants, vous avez toutes les peines possibles et imaginables. La plus forte. À l'exception de la peine de mort. C'est avec un sourire. Donc, il peut y avoir... vous pouvez, 25 ans avec, vous pouvez, si on est par exemple poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité, et s'il y a un jour un procès aux assises dans le dossier que j'ai évoqué ou dans d'autres dossiers qui sont en cours d'instruction, il y a pour les dirigeants concernés, en théorie, des peines de réclusion criminelle qui peuvent être prononcées. Les peines que l'on rencontre le plus régulièrement en droit pénal des affaires sont des peines d'amende et des peines d'emprisonnement qui vont de 3 à 5 ans. Quand on est avec la circonstance aggravante de la bande organisée, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Je vais donner un exemple.
vous avez entendu parler de Monsieur Madoff. Oui, bien sûr. Donc Monsieur Madoff, il a été condamné par un tribunal new-yorkais, je crois, à plus de 130 ou 115 années de prison. Il est décédé en détention. Oui, il voulait se suicider, non? Oui. Initialement. Voilà. Ouais. Et pour les mêmes faits, exactement les mêmes faits, un Madoff français ne pourrait pas être condamné à plus de 10 ans. Parce que l'infraction d'escroquerie en bande organisée, dans sa qualification la plus grave et dans sa sanction la plus grave, ça ne peut pas aller au bout de 10 ans. Vous avez aux États-Unis, on peut cumuler les infractions, mais vous avez d'autres pays voisins d'une autre, comme par exemple l'Espagne, où vous pouvez être condamné, je parle des auteurs d'infractions terroristes, à 257 années de prison. En France, c'est la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines de sûreté ou une peine exceptionnelle qui a frappé Monsieur Abdeslam. Et donc, chaque pays a sa culture juridique, sa tradition juridique. Et s'agissant si on doit faire une comparaison entre la France et les États-Unis, il y a moins de poursuites pour du droit pénal des affaires aux États-Unis, mais lorsqu'il y a des poursuites, les sanctions sont bien plus importantes qu'en France. Pour revenir à votre question, donc peine de prison, peine d'amende, interdiction d'exercer aussi. Interdiction d'exercer, par exemple, qui sont automatiques en matière de banqueroute frauduleuse, mais il y a d'autres sanctions. Et puis il y a aussi l'inscription évidemment au casier judiciaire. Dans un monde professionnel où vous changez d'entreprise, vous pouvez changer d'entreprise régulièrement, c'est la vie des entreprises dorénavant. On ne fait pas toute sa carrière dans une boîte. Quand vous avez un casier judiciaire, c'est un peu plus compliqué. Et lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous avez une condamnation, par exemple en France, et que vous êtes éligible à diriger une filiale à l'étranger, dans certains pays, le fait d'avoir une condamnation, vous êtes obligé de faire des déclarations spontanées de l'exil, par exemple, là encore aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, exactement, ouais. Et vous ne pouvez pas exercer ces activités. S'agissant d'une personne morale, de mémoire, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, la peine maximale pour une personne morale, c'est le quintuple en peine d'amende, le quintuple de la peine d'amende maximale pour le même délit de la personne physique. Okay. Mais vous pouvez aussi avoir des infractions où ça coûte très très cher. Prenons l'exemple alors je ne vais pas citer de nom, d'une entreprise que j'ai été amené à défendre. Alors ça va être compliqué pour ne pas violer les secrets professionnels, je vais essayer d'y arriver. Donc on va dire un consommateur se présente au service après-vente de cette entreprise qui est dans la distribution. Et ce consommateur a acheté une étagère à 19,99 €. Il est rentré chez lui, il l'a scié. Et moi je suis pas du tout bricoleur, mais vous le savez peut-être. Ces étagères, elles sont pas toutes en bois plein. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des nouveaux systèmes avec des alvéoles à l'intérieur. C'est un nom particulier, j'ai oublié ce nom. En termes de solidité, c'est plus résistant que du bois aggloméré. C'est comme ça. Sauf que le consommateur en question, lui, il voulait, pour la mettre aux normes, il voulait un truc joli avec du bois qui se voyait de côté. Donc il rentre, il dit, j'ai acheté cette étagère 19,99 € et vous m'avez pas précisé qu'il y avait du carton à l'intérieur. Le gars au service après-vente le vire de façon un peu musclée en le traitant de tous les noms. Le consommateur en question, polytechnicien, mais ça ne lui donne pas un passe-droit, connaît ses droits et écrit une belle lettre de dénonciation au service compétent de la répression des fraudes. Qui débarque et qui demande à voir
toutes les références de toutes les étagères. 19,99 €. Là, il se trouve qu'il y avait plein de produits qui avaient les mêmes caractéristiques où l'étiquetage n'était pas tout à fait parfait. L'entreprise était en plus en état de récidive légale puisqu'elle avait déjà été moins de 5 ans auparavant condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Au total, pour faire simple, au total de 19,99 € en multipliant les peines d'amende qui étaient aussi, on prend en considération les dépenses engagées sur le plan publicitaire. Par exemple, le nombre de catalogues distribués dans les boîtes aux lettres, à l'époque, etc. On prend en compte les budgets qui sont alloués Exactement. à la publicité. Et de 19,99 €, la peine d'amende théorique pour cette entreprise était de 15 millions d'euros. Mais c'était donc, que fait l'avocat dans ce cas-là? Il se met pas à trembler. Il essaye de travailler le dossier et finalement, nous sommes allés voir le procureur de la République compétent en faisant état qu'il y avait peut-être des moyens de se défendre, et on a abouti à une transaction aux alentours de mémoire de 75 000 ou 100 000 euros. Mais on est parti d'une étagère de 19,99 €. Donc, et vous avez par exemple, et ça c'est un point qui est très important en matière de responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales, pendant le temps de l'enquête, pour si le parquet ou le juge d'instruction considère que certains des biens que vous avez, biens immobiliers, biens mobiliers, comptes bancaires, sont le produit de l'infraction ou sont les vecteurs de l'infraction, notamment dans tout ce qui relève du blanchiment, on peut procéder à des saisies. Des saisies qui sont des saisies conservatoires. Mais au final, vous perdez la maîtrise de ces actifs. Il y a des gens qui ont dû remettre des hôtels particuliers, leurs voitures ont été saisies. Parce que c'était des SARL, par exemple. SARL, des SCI, voilà. Donc, c'est la juridiction correctionnelle qui va valider les saisies, qui va ordonner des confiscations au final. C'est comme ça que parfois vous défendez des personnes qui sont en détention et qui reçoivent des contraventions alors qu'elles sont en détention, parce que ces véhicules qui ont été saisis sont remis par, c'est un nom barbare, l'AGRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs confisqués. Plutôt que ces voitures ne servent à rien, elles les remettent au service de police qui les utilise. Et donc, on change pas leur plaque minéralogique. Donc évidemment, quand ils mettent leur gyrophare, ils vont très vite, ils respectent pas les limitations de vitesse, et vous défendez quelqu'un qui dit j'ai reçu une contravention alors que ça fait 3 mois que je suis en détention. Donc il y a des situations un peu cocasses comme celle-ci. Et qui paye alors cette contravention? C'est pas la personne qui est en détention, faut pas exagérer quand même. On a donc peine d'amende, peine d'emprisonnement pour les personnes physiques, peine d'amende pour les personnes morales, qui parfois, il y a des multiples sur le produit de l'infraction, sur les bénéfices escomptés, en fraude fiscale, en blanchiment de fraude fiscale. Et il y a aussi une peine très 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 importante et très redoutée des personnes morales, qui est l'interdiction de participer à des marchés publics. Et quand vous avez ce type de sanction qui est prononcée, ça peut vraiment vous mettre en liquidation. Prochaine, ouais. Voilà. Et il y a aussi, je mets des guillemets, il y a aussi ce qu'on appelle la peine de mort pour les personnes morales, c'est-à-dire que l'on peut prononcer la dissolution de la personne morale. Immédiate, enfin à l'issue de la décision. Et comment les salariés dans ce cas sont... C'est dans des cas de figure particuliers. Moi, je l'ai vu seulement pour des infractions qui sont liées à la prostitution. Okay. Donc le proxénétisme hôtelier. Si tel hôtel est exploité avec pour en réalité seule activité ou activité très importante le fait d'accueillir des prostituées dans les chambres, on considère que
la personne morale et son dirigeant va être poursuivi pour proxénétisme, pour avoir fourni les moyens de l'exercice de l'activité de prostituée. Je rappelle que l'activité de prostituée n'est pas interdite en France. Les clients peuvent être poursuivis depuis 5 ou 7 ans. Et évidemment, les proxénètes peuvent et doivent être poursuivis. Mais puisque nous sommes dans votre studio à Paris, avenue Ingres, je le dis. Nous sommes assez peu loin d'une activité bien connue, bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur, Oscar. Vous avez en banlieue parisienne, il y a eu des cas, il y en a 1 ou 2 par an, où dans des hôtels que l'on trouve en périphérie, où on n'a pas besoin de se présenter à la réception, où on paye directement pour louer une chambre, ce qu'on appelle le proxénétisme entre guillemets de cité, où vous avez des jeunes femmes, parfois des jeunes gens, souvent mineurs, adolescentes, qui sont contraintes souvent par leurs petits copains, je vais mettre petits copains entre guillemets, de se livrer à la prostitution. Qu'est-ce qui se passe? On prend des photos de ces jeunes femmes, on les met sur des sites spécialisés d'escorte, évidemment en tenue légère, et les clients réservent la prestation, et la prestation, je mets évidemment entre guillemets la prestation, se déroule où? Dans des chambres d'hôtel qui ont été pré-réservées par le réseau. Et lorsque ces personnes morales et leurs dirigeants savent que souvent il y a des jeunes femmes avec des gens plutôt louches, et qu'il y a un balai incessant d'hommes, puisque 98 ou 99% des clients et clientes sont des hommes, et là on a déjà eu des cas de condamnation, avec une peine complémentaire de dissolution. Dissolution. Voilà. Alors j'ai pu voir la semaine dernière qu'il y avait également cette activité qui s'exerçait maintenant sur Airbnb. Donc beaucoup plus difficile à déceler, puisque les proxénètes changent d'appartement via la plateforme. Qui en plus n'est pas française, donc ça, voilà, on arrive de toute façon à des choses très complexes. Mais vous avez des propriétaires de plusieurs studios, de nombreux studios dans Paris. Je me souviens d'un cas que j'ai eu à connaître, où la personne que je défendais avait des studios dans le 19e, le 20e et le 13e, et il a été poursuivi pour complicité de proxénétisme, parce qu'il louait ses studios, et je dis ça parce que c'était le dossier, évidemment je stigmatise personne, à des ressortissants ou des ressortissantes d'origine asiatique, et en réalité dans ces studios, c'était de la prostitution qui s'y déroulait, et qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, la prostitution chinoise. Et là encore, je ne veux stigmatiser personne évidemment. C'est le langage, le jargon policier. Et cette personne a été poursuivie pour complicité de proxénétisme, et 10 de ces studios ont été saisis pendant le temps de l'enquête et jusque devant le tribunal. Donc, quand on est proprio d'un logement et qu'on le loue via cette plateforme, on se doit de faire des vérifications et de ne pas faire n'importe quoi, parce que parfois, comme tu l'as indiqué, il peut y avoir des vérifications, et lorsqu'on a été négligent, désinvolte, léger, et parfois pas du tout négligent, désinvolte et léger, qu'on savait en réalité que des choses pas claires s'y déroulaient, et on peut se retrouver et poursuivre pénalement et se voir tous ces actifs immobiliers appréhendés. Bien sûr. Et alors, dernière question, entreprise, dirigeant, donc responsabilité, est-ce que ces 2 personnes peuvent avoir le même avocat? On peut avoir le même avocat dès lors qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est la règle d'or. Dès lors que je me pose la question du conflit d'intérêts, c'est que le conflit d'intérêts est virtuel, et donc il vaut mieux avoir chacun et chacune son avocat.
Si le dirigeant a commis une infraction intentionnelle, par exemple une corruption pour obtenir un marché public, et qu'il l'a commis dans l'intérêt ou pour le compte de l'entreprise, on pourrait se dire, finalement, c'est pour le compte de l'entreprise, donc ils ont le même avocat. Mais la réalité, c'est pas possible, parce que on peut pas dire qu'une personne morale a cautionné une infraction intentionnelle, même si elle a été commise à son bénéfice. D'abord parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires et des associés qui vont peut-être demander des sanctions contre ce dirigeant qui a fait n'importe quoi. Moi, ma recommandation, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 avocats. En matière de pratiques commerciales trompeuses ou en matière de droit pénal du travail, on pourrait imaginer plus facilement qu'il y ait qu'un seul avocat ou une seule avocate. Mais je trouve que dans la mesure du possible, même si ça coûte un peu plus cher pour les entreprises, mais il y a des assurances responsabilité dirigeants qui prennent en charge les frais de défense, il vaudrait mieux avoir 2 avocats. Il y a un point peut-être, on a certainement dépassé la durée du podcast, mais il y a un point qui est important, c'est celui de la prévention du risque pénal. Et la prévention du risque pénal, pour les personnes morales et les dirigeants, elle passe par la formation. Je ne pensais pas, en ayant prêté serment le 3 février 1988, j'avais très envie de faire du pénal. Donc c'était l'image d'Épinal, du pénaliste qui va en correctionnel, qui va aux assises, qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans maintenant au moins, que je consacre 10 à 15% de mon activité à faire de la formation. En tête-à-tête avec des dirigeants, dans des CODIR, des COMEX, des comités exécutifs. Je forme également des directions juridiques au droit pénal, parce que le droit pénal est devenu une matière aussi transverse que le droit pénal social ou le droit pénal fiscal. Ça passe par des jeux de rôle, ça passe par des cas pratiques, ça passe aussi, avant que l'on réorganise les systèmes de délégation de pouvoir, qu'on les renouvelle, d'éveiller, de sensibiliser l'ensemble des personnes concernées au risque pénal pour qu'elles puissent signer leur délégation de pouvoir, leur subdélégation de pouvoir en connaissance de cause. Et donc, la semaine dernière, j'ai passé 1 jour et demi à former une 30aine de personnes. La semaine prochaine, ça sera le cas. Je crois que je dois avoir quasiment une formation à réaliser toutes les 2 semaines. Alors, parfois, c'est des publics très peu élargi, ça peut être quasiment de 3-4 personnes. Toutes les fonctions support. Et toutes les fonctions support, la direction des achats. Et il y a aussi sur le terrain de la prévention du risque pénal, ce qui pourrait faire l'objet d'un podcast à soi seul, ce qu'on appelle la compliance. Oui. Donc, la compliance, c'est faire des cartographies de risque, identifier les zones à risque, identifier les conflits d'intérêts, mettre en place des codes d'alerte éthique, des codes de bonne conduite, des codes de bonne pratique, mettre en place des procédures d'évaluation des tiers. Enfin, je ne vais pas tout dérouler, mais ça a pour objet d'essayer d'éviter que les infractions soient réalisées et que les gens soient informés et sensibilisés. Et ça peut paraître peut-être très, très surprenant et contre-intuitif. Je me félicite que, au travers des actions de prévention que l'on peut avoir dans des entreprises que nous suivons depuis des années, le taux de sinistrabilité pénale ait chuté de manière significative. On pourrait se dire ça fait moins de dossiers. Non, en fait, parce que derrière toute affaire pénale pour une entreprise et pour un dirigeant, il y a aussi un risque considérable, c'est celui c'est le risque réputationnel. Quand vous avez une boîte dont la marque ou les marques sont dans les médias, c'est pas terrible. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, le prochain podcast sera donc consacré à la compliance et nous espérons qu'il sera enregistré le mois prochain puisque c'est la régularité que nous nous sommes donnée. Merci beaucoup Emmanuel Daoud pour cette intervention et nous aurons donc le plaisir prochain de vous recevoir chez Lex Radio. Merci de votre invitation.